Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, le PDG d'ST Microelectronics. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être là avec nous. Alors, vous avez publié la semaine dernière vos résultats pour le premier trimestre. Qu'est-ce qu'on en retient? On en retient ce chiffre d'affaires qui est légèrement supérieur aux attentes, ce résultat net en hausse de 89% à 364 millions d'euros, on est précis. Cette marge brute de 39% et pourtant un titre qui a corrigé depuis votre publication, à peu près de 6%. Vous comprenez la réaction des investisseurs ou c'est une réaction qui vous a surpris? Parce que finalement, ils sont bons vos résultats. Non, mais généralement, on ne commande pas trop le cours de bourse à court terme parce qu'il y a des facteurs qui sont extrinsèques à la compagnie. Donc bon, nous, ce qui était important, c'était de répondre aux attentes, au consensus, hein, donc que ce soit sur le chiffre d'affaires du trimestre ou la marge opérationnelle brute, même chose sur le deuxième trimestre, et puis donner une indication du marché, pour le marché sur l'ensemble de l'année. Et qui, compte tenu des conditions de marché de semi-conducteurs, je dirais, montre la capacité de la compagnie à réagir très vite. Bon, maintenant, après, il y a des facteurs extrinsèques qui sont tombés depuis, et qui fait que, bon, vous savez... Vous pensez à quoi aux facteurs extrinsèques? Lesquels? Si vous voulez, il y a eu un broker qui a dit bon, bah voilà, les résultats sont bons, les prévisions sont adéquates, mais bon, c'est déjà joué dans le cours de bourse. Donc, on passe d'une position d'achat à une position neutre. Bon, si vous voulez, ça, je ne peux pas commenter ça. Donc après, vous avez un phénomène de rotation, notamment des hedge funds, qui suivent cette recommandation-là. Donc c'est le genre de sujet que je ne peux pas commenter, si vous voulez. Ouais. Après, il y a cet objectif de 12 milliards de chiffre d'affaires, 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui sera atteint finalement avec 2 ans d'avance, donc cette année. Pourtant, quand on refait un peu le fil à l'envers, lors de votre dernière réunion investisseurs, vous avez reculé cet objectif d'un an. Est-ce que ces changements d'objectifs, qui au final vont arriver cette année avec avance, est-ce que c'est pas ça aussi qui a pu un peu déconcerter les investisseurs, vous qui étiez plus prudent il y a 3 mois qu'aujourd'hui? Non, franchement, si je devais le refaire, je referais exactement la même chose. Je veux dire, quand on était en novembre, décembre, quand je prenais les données qui étaient dans ma possession, c'est-à-dire les données de marché, le marché auquel on a à faire face maintenant, au mois de mars, en termes de valeur totale, hein, c'était celui qui était supposé arriver qu'en 2023. Autre donnée macro qui était le nombre de véhicules produits, où on devait revenir au niveau de 2019 uniquement en 2024. Et puis avec, effectivement, il ne faut pas oublier, on a quasiment perdu les revenus liés à Huawei, pour les raisons que vous connaissez bien. Donc à cette période de temps, il m'a semblé, je dirais, correct de communiquer au marché qu'on décalait d'une année nos objectifs. Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé en 3-4 mois, on a rentré quasiment une demi-année de commandes. Et puis avec une... Vous ne l'avez pas vu venir, cette explosion de la demande? Vous l'avez sous-estimé? Non, absolument pas. Encore une fois, si j'avais vu venir, d'abord, j'aurais pas communiqué en décembre qu'on repoussait à 2023, parce que sinon ça veut dire que j'aurais menti. Et vous savez qu'il ne faut jamais mentir au marché, vous vous exposez vous-même. Deuxièmement, on aurait préparé des investissements pour faire plus. Mais on avait déjà préparé des investissements pour faire à peu près 11 milliards. Donc, et ce qui fait que c'est pour ça qu'on avait repoussé les 12 à 2023, et on n'avait pas préparé des investissements pour faire 14 ou 15, qui est la demande qu'on a aujourd'hui. Donc, on a réagi très vite. Donc, c'est pour ça qu'on dit on sait faire 12 2 ans avant, pardon. Mais non, on n'a jamais vu venir. Elle vient de quel secteur, vous le disiez, le secteur auto? D'où vient cette demande en plus qui accélère plus vite que prévu? Oui, c'est principalement le secteur automobile. Et par voie de conséquence, le secteur industriel. Donc, ce sont les deux secteurs par rapport aux données de marché que l'on avait en octobre-novembre. Le secteur de l'industrie électronique grand public, classique, hein, PC, tablette, smartphone, etc., lui n'a quasiment pas changé en termes de prévision. Hein. Bon, il a légèrement évolué, mais où vraiment il y a eu un écart majeur, c'est sur le secteur automobile et le secteur industriel.
Et quand aujourd'hui, un de vos clients du secteur, je ne sais pas, vous avez Valeo, vous avez Renault, vous en avez beaucoup effectivement dans le secteur automobile, quand un client vous passe commande, il est livré en combien de temps, en combien de mois? Ah, aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui, parce que est-ce que vous avez du mal à livrer aujourd'hui les clients bah, aujourd'hui, si vous voulez, ce que l'on va faire en 2021, c'est que sur le secteur automobile, par exemple, on va augmenter nos livraisons par rapport à 2020 de 40%. Donc, ce n'est pas de votre faute si les Non, mais moi, constructeurs auto ferment des lignes de production, ce n'est pas de la faute de ST Micro. Non, mais on n'est pas des gamins, c'est pas une question de faute ou pas de faute, si vous voulez. C'est une question simplement Vous savez que c'est une industrie qui est hautement capitalistique. Hein. Donc, pour faire $1 de croissance, on a besoin d'$1 d'investissement. Et pour, je dirais, maintenir les installations, il faut à peu près investir 7% de vos ventes. Donc, si vous voulez croître, par exemple, vous préparez une croissance de 10%, il faut investir 16 ou 17% de vos ventes. Donc, c'est extrêmement lourd. Et une usine de semi-conducteurs, c'est comme une Formule 1. Elle ne peut pas avoir un moteur surdimensionné, sinon vous allez être pénalisé en termes d'efficacité. Donc, il faut avoir la capacité de bien planifier les choses, parce que les temps de fabrication sont ce qu'ils sont, hein, supérieurs à 3 mois, et donc il faut être capable d'anticiper. Mais quand vous avez une industrie qui, pour des raisons que je veux bien comprendre, coupe tous ses inventaires et se réveille au 4e trimestre, et qu'elle ne pèse relativement que 10% de la consommation mondiale des composants, elle ne peut pas exiger de tripler sa demande du jour au lendemain. Donc c'est un peu la faute des constructeurs auto. Donc c'est un petit peu la faute des constructeurs auto dans leur gestion de leur stock de microprocesseurs. Non, mais je pense que plus qu'une histoire de faute, je pense que ça va appeler à revoir le modèle opérationnel du fameux juste à temps. Ouais. C'est vrai qu'une voiture, ça se fabrique en 2 jours, voire une journée. Un module électronique, ça se fabrique en 1 semaine. Non, un composant, même si ça vaut qu'1 €, ça se fabrique en 4 à 6 mois. Et pour fabriquer 7 € de composants, comme vous avez, je dirais, à peu près 1 000 € de composants par voiture, donc pour fabriquer 1 million de voitures, donc 1 milliard d'euros de composants, il faut investir 1 milliard. Et c'est ça qu'il ne faut pas jamais oublier. C'est que pour produire 1 million de véhicules en plus, il faut investir quelque part dans le monde 1 milliard. Et ça ne se décrète pas à la dernière minute. Voilà, et ça prend du temps. Encore une fois, déjà, ce sont des sommes qui sont colossales, et en plus, le process est long. Si vous voulez, sur une usine sophistiquée, entre le moment où vous décidez l'investissement et le moment où elle va atteindre une capacité nominale efficace, c'est entre 48 et 60 mois. Waouh! Mais c'est hyper long. 60 mois, 5 ans? Il faut déjà 2 années pour la construire. Alors, je parle dans un modèle, je dirais, classique européen, hein, donc on travaille 5-6 jours par semaine et sur 2 équipes. Il faut déjà donc au moins 2 années pour la construire, et je le sais bien parce qu'on est en train d'en construire une. Donc, on a anticipé en 2018, hein, quand j'ai pris la tête de la compagnie. Et puis ensuite, pour pouvoir emmener cette usine à sa capacité nominale efficace, il faut à peu près la même chose. Il faut au moins 2 ans pour la monter à un niveau suffisant et d'efficacité. Donc, aujourd'hui, Jean-Marc Chéry, aujourd'hui, vous produisez à fond la caisse, vous êtes au maximum de vos capacités? Ah oui, on est à 100% de nos capacités, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on engage et on donne la visibilité à tous nos clients sur 100% de la capacité. C'est-à-dire qu'on n'a aucun amortisseur, aucune réserve de capacité. Tout est envoyé à nos clients et réservé à nos clients. Et tout ça au même prix, ou il y a de l'inflation en termes de tarifs? Non, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est 2 choses. D'abord, oui, on subit des pressions inflationnistes de la part de nos propres fournisseurs, hein, donc soit sur des matières directes ou des produits chimiques ou des gaz, des choses de ce style. Vous les répercutez sur vos clients? Voilà, et oui, donc ça c'est le premier point. Et ensuite, deuxième point, on investit bien au-delà du modèle classique de notre investissement. Par exemple, pour nous, le modèle classique, c'est d'investir entre 1,5 milliard et 1,6 milliard par an. Là, on va investir 2 milliards, 2 milliards 100. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il est, de bon sens économique de dire à nos clients, voilà, on souhaite que vous ayez une contribution. Elle est de combien, l'inflation? Elle est de combien en pourcentage par rapport à il y a un an? En moyenne, je veux dire, c'est 5%. Combien? 5%? C'est 5% en moyenne.
Bon, ça reste raisonnable, non? Oui, oui, ça reste raisonnable, oui. Donc votre réponse face à la pénurie, c'est d'accélérer, on l'a compris, vos investissements. Le haut de fourchette de ce qui était prévu, un peu plus de 2 milliards, 2 milliards 100, vous me disiez là. J'ai envie de vous dire, mais pourquoi ne pas aller plus loin encore? La demande est là, pourquoi ne pas mettre encore plus d'argent, investir plus pour augmenter les capacités de production? Si vous voulez, c'est la même chose, c'est-à-dire que ceux qui sont en amont de nous, les fabricants d'équipements, de process ou les fabricants d'assemblage de boîtiers, donc sont aussi maintenant leur capacité complètement saturée. Et aujourd'hui, par exemple, on a déjà travaillé sur le plan 2022. Si je commande un équipement aujourd'hui, je ne le recevrai qu'au mois d'avril ou mai l'année prochaine. Ensuite, il me faut 3 mois pour l'installer et 2 mois pour le qualifier. Donc, il contribuera à donner donc de la production supplémentaire au 3e trimestre 2022. Donc, il n'y a aucun moyen magique de résorber cette pénurie de semi-conducteurs à court terme? À court terme, non. Quand je dis vous, c'est micro et c'est l'ensemble du marché? À court terme, non. Et là, effectivement, il faut faire attention parce que, sauf si vous allouez ou vous changez les allocations. C'est-à-dire que sous une pression X, Y, Z, vous allez malheureusement allouer plus de quantité dans une certaine limite parce que tous les processus ne sont pas flexibles. Mais par exemple, à l'automotive, au détriment du secteur industriel. Enfin, on habille Paul pour déshabiller Jacques dans ces cas-là. Hein. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, l'industrie globale du semi-conducteur ne sait pas, je dirais, répondre à toute la demande. Et la demande en 2021, elle est quasiment celle qui était supposée arriver en 2023. On a le patron d'Intel qui s'est exprimé il y a ça quelques heures en disant que cette pénurie de puces pourrait durer des années. Je pense que pour ce qui nous concerne, ST, je dirais, en 2022, on va déjà améliorer les choses parce que bon, c'est sous notre contrôle. Par contre, vous savez qu'on fait 80% de notre production en interne et effectivement, ça va être très dur jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de 2022, progressivement, on fera les investissements suffisants pour supporter nos clients. Oui, je suis d'accord que sur la partie externe, les 20% de production, là, ça risque de durer jusqu'en 2023-2024. En tout cas, c'est les feedbacks que l'on a de nos fournisseurs. Sachant qu'on parle de l'industrie automobile, mais quand on pense à la 5G, quand on pense aussi d'ailleurs à l'électrification de l'automobile, au cloud qui n'est pas virtuel, il y a beaucoup de microprocesseurs là-dedans, l'Internet des objets, tout ça requiert l'usage de semi-conducteurs, donc on se dit que cette demande, bien au contraire, elle ne va pas faiblir à l'avenir, bien au contraire. Ben oui, il y a des tendances de fond. C'est le nouveau pétrole, les semi-conducteurs, non? Oui, non, mais d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'était vu, je pense qu'on s'était déjà expliqué là-dessus, il y a des tendances de fond qui font que les semi-conducteurs sont critiques à ces tendances. Encore une fois, l'électrification de tous les usages, que ce soit le véhicule, mais que ce soit les outils personnels. Vous verrez bientôt les perceuses, les ponceuses, les marteaux-piqueurs, tout ça, ça sera sur batterie. Ensuite, vous avez toute la digitalisation des contenus. Donc, les objets sont tous connectés pour plus de sécurité, plus d'informations, plus d'expérience personnelle. Bon, oui, vous avez la 5G qui est en train de se déployer. Bon, tout ça, c'était des tendances de fond auxquelles on s'était bien préparé. Encore une fois, l'un des effets majeurs du Covid, c'est que ça a compressé tout ça. C'est-à-dire que ça a accéléré d'au moins 2-3 ans. Bon, l'aspect digital, c'est parce que le fait de rester chez soi ou de travailler en déporté, tout le monde s'est équipé avec les moyens qui vont bien. Sur la partie électrification, digitalisation, les différents gouvernements, quand ils ont vu relancer l'industrie automobile ou l'industrie globale, ils ont donné à juste titre des politiques industrielles d'incitation à l'électrification et à la digitalisation, qui fait que toutes les planètes se sont alignées en même temps. Puis après, il y a quand même deux facteurs, je dirais, qui sont importants à comprendre. D'abord, c'est les effets collatéraux de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On ne peut pas nier que dans le monde, il doit y avoir des acteurs qui constituent des stocks de guerre. Parce que malheureusement, il y a eu un préalable. Des activités civiles de Huawei ont été mises sous embargo. Et donc, en Asie, certainement, il y a des gens qui se constituent des inventaires de composants. Et ça, quand vous avez une industrie qui commence à se découpler, une économie qui commence à redevenir protectionniste, c'est un effet qu'on connaît bien. Hein. C'est ce qui s'est passé dans les années
60, 70 et jusqu'à la fin des années 80. Bon, puis après, il y a l'effet automobile dont je vous ai décrit. Si vous voulez, quand on met tout ça au même moment, dans la même période de temps, ça crée ce qu'on appelle une pénurie. Voilà. Vous parlez de l'Asie, c'est intéressant parce qu'est-ce qu'on n'est pas trop dépendant de cet acteur taïwanais, fonderie taïwanaise TSMC, qui produit, je l'ai découvert, plus de 50%, qui a 50% de part de marché, qui produit donc des plaques de silicium qui sont utilisées dans la fabrication de puces. Est-ce qu'on n'est pas trop dépendant d'un acteur qui est en Asie et qui a plus de 50% du marché? Écoutez, après, on peut faire cette photographie et la réponse va être la suivante. Elle va dire, oui, vous faites une photographie avec un soleil, vous me demandez s'il fait beau, je vous réponds qu'il fait beau. S'il pleut, je vous réponds qu'il pleut. Maintenant, il faut comprendre que cette situation-là, c'est le résultat de 30 ans ou 40 ans de globalisation de l'économie, de politique industrielle et d'amélioration, je dirais, de la productivité globale de cette industrie. Encore une fois, si aujourd'hui, on se réjouit d'avoir ce qu'on est en train de faire là, donc une communication très, très simple, d'avoir des voitures connectées, électriques, d'avoir des objets intelligents, tout ça a des coûts qui baissent continuellement, c'est que l'industrie s'est restructurée et s'est spécialisée. C'est-à-dire que oui, vous avez des grands acteurs qui commencent à concentrer pas mal d'activités en soi. Et de grandes alliances se constituer. Mais encore une fois, ça c'est cohérent avec une économie globale. Si du jour au lendemain, vous changez les règles du jeu et vous dites, non, maintenant, on revient à des mesures protectionnistes et donc on fait ce qui a été fait avec Huawei, effectivement, ça chamboule tout. Et d'un seul coup, on dit, mais zut, j'allais dire un gros mot, zut, on est dépendant. Bon, pour rester, je voudrais juste rappeler que pour rester, on fait 80% de notre production en interne et 60% est faite en Europe, 60% en Europe, donc 20% à Singapour, qui on le connaît est un pays qui est quand même proche du monde occidental, et 20% effectivement en Asie. Donc ça fait longtemps qu'on a pensé à ce genre de choses. Le problème, c'est que ST ne peut pas être le fournisseur du monde entier sur tous les produits. Parce que vous êtes un économiste, je dirais, vous savez bien que pour être soutenable sur la durée, il faut être leader sur son marché pour pouvoir investir en R&D et investir en manufacturing. Vous ne pouvez pas être parsemé et toucher à tout. Il n'y a pas un fabricant de semi-conducteurs qui fait tous les composants. Il s'avère qu'en Europe, on s'est concentré sur les composants autres que le cœur digital des applications et les mémoires qu'on a oubliées aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a fait confiance à d'autres acteurs pour le faire. Mais aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas une voiture électrique de grand volume, moderne, qui peut rouler sans un des composants de ST. Donc demain, on décréterait un embargo, je peux vous dire qu'il y a un paquet de voitures qui s'arrêteraient de rouler. Donc vous voyez, la oui, mais sans en arriver au globale... protectionnisme, Jean-Marc Chéry, sans en arriver au protectionnisme, quand on voit ce que fait Joe Biden, qui dit mettre 50 milliards de dollars sur la table pour relocaliser sur le sol américain la production de semi-conducteurs, il y a ce projet en Europe qu'on entend souvent d'Airbus, il y a l'Airbus des batteries, l'Airbus des semi-conducteurs, c'est pas quelque chose vers lequel il faut aller pour être moins dépendant, encore une fois, de puces qui sont fabriquées majoritairement en Asie? Mais je vous dis, après, c'est le point, c'est des questions de souveraineté. Encore une fois, je veux dire, on est un acteur économique. Donc, ça fait 30 ans que la référence, c'est vous pouvez aller faire du business partout dans le monde et vous concevez vos produits à l'endroit où vous voulez, vous les produisez à l'endroit où vous voulez, ce qui est quand même la règle. D'accord ? Et cette règle-là a conduit à un équilibre mondial. Alors, je ne parle pas de la Corée du Nord ou de l'Albanie méridionale, mais je parle du monde globalement, donc avec des grands équilibres qui se sont faits, etc. Maintenant, il y a des tensions qui existent, il ne faut pas les nier, je veux dire, et encore une fois, ce n'est pas prendre parti ni de l'un ni de l'autre, mais les tensions entre la Chine et les États-Unis sont en train de recréer effectivement un découplage de l'économie avec effectivement des velléités, je suis désolé, protectionnistes. Donc à savoir, chacun veut, dans sa commune, avoir sa supérette, Super U. Ça serait un changement de logiciel. Si c'est le cas, ça serait un grand changement de logiciel. Voilà. Et alors qu'avant, chacun était en train de se spécialiser. Donc, par exemple, effectivement, le monde des composants d'électronique de puissance, c'était plutôt l'Europe. Le monde des capteurs, c'était aussi l'Europe.
le monde du digital, c'était plutôt États-Unis, Asie. Bon, vous voyez, il y avait ces grands équilibres. Après, bon, en Europe, on a une industrie automotive extrêmement forte, qui est une des plus fortes du monde. Vous voyez, il y a tous ces grands équilibres qui se sont faits. Et les acteurs économiques, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir une lisibilité sur comment ça va évoluer. Or, aujourd'hui, c'est un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de dire on veut ci, on veut ça, on veut notre usine ici, ceci. Bon, ok, très bien. Si les règles changent, macroéconomiques et géopolitiques, va vite falloir les comprendre, parce que et en comprendre les implications surtout. Hein. Eh bien oui, parce que si vous voulez diriger une société de 12 milliards avec 50 000 personnes, ou un groupe supérieur à ça, où vous avez en face de vous une économie qui se découple, des tentatives de protectionnisme ou de souveraineté, l'inconnu du Covid, et j'en passe et des meilleurs, bon voilà, ça serait bien que ça se stabilise un tout petit peu, de telle façon qu'on revienne au basique, à savoir l'innovation, la compétitivité, et bien sûr, dans le respect des règles, à savoir les règles financières et comptables, mais surtout les règles de durabilité, c'est-à-dire le respect de l'environnement, le respect de la personne, etc. etc. Donc ça serait bien qu'on revienne vite à ces basiques-là, plutôt que d'être pollué par des agitations, je dirais, que je comprends encore une fois tout à fait, mais dont il est temps qu'elles cessent ou qu'elles s'amenuisent bientôt. J'ai oublié de vous poser la question à propos de vos 2 milliards d'investissements cette année. Votre usine de Crolles va en profiter en France? Oui, pour être agrandie, modernisée? Si vous voulez, l'usine de Crolles, quasiment en 3-4 ans, on a augmenté sa capacité de 50%. Donc l'année prochaine, là, elle tourne à peu près à, vous savez, les wafers là, de 300 mm, donc on en fabrique à peu près 7000 par semaine, et on passera l'année prochaine à 10 000. Et en 2015, on tournait à 2000. Donc, vous voyez, donc on aura multiplié par 5 quasiment en 5-6 ans. Juste, il nous reste quelques instants, Jean-Marc Chéry. On ne commande pas le cours de bourse, j'ai compris, mais j'ai quand même noté, parce qu'on est sur Boursorama, que le cours était à 36 € en février. Aujourd'hui, on est 20% plus bas, on est à 30 €. Manifestement, des investisseurs auraient peur que vous perdiez votre contrat. C'est ce qui se dit avec Apple, à qui vous fournissez des composants pour la reconnaissance faciale. Est-ce que cette peur est infondée ? Si vous voulez, encore une fois, je ne dois pas commenter spécifiquement un client, simplement pour des raisons de confidentialité, puisque ce sont des applications qui sont complexes et qui font la différence, je dirais, entre les différents grands acteurs, notamment donc, de la téléphonie, des smartphones. Bon, par contre, après, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, j'ai expliqué que la stratégie de la compagnie sur ces smartphones globalement, c'était soit d'adresser des applications bien complexes avec des produits spécialisés qu'on concevait sur des technologies qui sont nos technologies, des technologies propriétaires. Et puis, bon, à côté de ça, on adresse aussi ce marché avec plutôt des produits un peu plus standards pour avoir du volume. Bon, après, c'est ce que j'ai expliqué de façon très candide, je dirais, au marché, en disant, vous savez, concevoir une application complexe, c'est au moins 3 ans. Donc accordez-moi, je dirais, la confiance que ce qui va se passer au minimum dans les 3 ans, on le connaît. Donc aujourd'hui, si on donne une visibilité sur nos capacités, nos chiffres d'affaires... 15 milliards de chiffre d'affaires en dollars, c'est pour quand alors? On peut donner une date? 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Écoutez, c'est un bel objectif que je vais affiner d'ici la fin d'année. Ça pourrait être 2025, oui, c'est sûr. En plus, c'est rond, 2025, 15, bien sûr. C'est le genre d'objectif qu'on aimerait avoir. Dernier point juste, selon Odo BHF, la décote de ST Micro sur ses pairs, c'est 25%. Est-ce que vous l'avez noté, ça vous aussi, qu'il y avait une décote notamment vis-à-vis des d'autres acteurs européens, cette décote d'ST Micro? De toute façon, vous savez bien comment on évalue la cote d'une société. Hein. On mesure ce qu'on appelle sa valeur fondamentale, hein, avec les discounted cash flow. Et puis après, on compare à peu près la valeur marché par rapport à l'EBITDA que l'on a et qu'on projette. Donc oui, on a clairement, si on regarde ces métriques, on a un discount par rapport à nos pairs.
Et qui peut se résorber comment? Et on finit là-dessus. Après, j'arrête de vous embêter avec ça. Non, mais vous m'embêtez pas du tout. Je veux dire, comment on résorbe une décote de 25%? Qui ne doit pas vous faire plaisir, évidemment. Non, mais de toute façon, on n'a qu'une seule chose, encore une fois, on n'a qu'une seule chose à faire. La chose à faire, c'est d'expliquer quelle est notre proposition de valeur aux actionnaires, aux clients et au personnel. Et cette proposition de valeur, elle doit bien être équilibrée entre les différentes parties. Donc les clients, c'est la différenciation, l'indépendance stratégique. Les actionnaires, bon, c'est, je dirais, une croissance durable, à savoir avec effectivement un cours de bourse qui augmente régulièrement, bon, des dividendes qui sont ce qu'ils sont, mais bon, qui existent quand même. Et puis bon, sur les employés, c'est notre engagement sur la durabilité, l'engagement sur l'emploi, etc. Bon voilà, je veux dire, je continuerai à agir de façon très cohérente avec ce qu'on a proposé comme valeur à l'ensemble de ces personnes et qui l'ont accepté. Et qui me nomment ou qui me sortiront le jour où ils ne seront plus d'accord avec ça. Après, le reste, il y a des facteurs que je ne contrôle pas et donc je ne peux pas commenter. Bon, voilà. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, Jean-Marc Chéry, le PDG de ST Microelectronics, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.